Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, je suis accompagné d'Antoine Jeunin et ensemble, nous traversons la France à la découverte d'un pays en pleine transformation. Dans l'épisode précédent, nous étions en Normandie, sur les bords de la Sélune, un fleuve rendu à la nature après la destruction des barrages qui en obstruaient le cours. L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, nous prenons la direction du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Pendant plus d'un siècle, dans cette plaine féconde, les mineurs sont descendus sous terre au péril de leur vie pour extraire le charbon qui a fourni l'énergie nécessaire au pays et à la révolution industrielle. Aujourd'hui, le paysage est encore profondément marqué par cette période. Et on les voit de loin, dans ce plat pays, ces triangles noirs d'une centaine de mètres de hauteur. Ce sont les terrils, des montagnes de déchets industriels issus de l'extraction minière et composés de terre et de roches, dont du charbon. Longtemps considérés comme les stigmates d'un passé douloureux, les terrils font aujourd'hui la fierté des habitants, qui se sont habitués à leur présence et les considèrent comme des marqueurs du paysage. De nombreuses initiatives environnementales se sont même développées sur ces tas de cailloux qui, vus de loin, semblent stériles. Car les terrils sont des avant-postes du réchauffement climatique en cours et ont beaucoup à nous apprendre. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations opérées et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. C'est de la mine que tout dépend. Le charbon sort. Il sort pour l'industrie, il sort aussi pour les foyers domestiques qui vont en recevoir. Les terrils, ou terris, vous choisissez la prononciation que vous préférez, sont de toutes les tailles et de toutes les formes. Il y en a des petits, des gros, des plats, certains sont couverts de végétation, d'autres non. Comme les terrils sont des collines artificielles, leur forme dépend de la manière avec laquelle les déchets extraits des mines, essentiellement de la terre et des roches dont du charbon et du schiste, ont été amenés et entassés. Chaque mine avait sa méthode qui a évolué au fil du temps, du dépôt à la main en passant par les camions, les tapis roulants ou les grues. On trouve encore 225 terrils dans le nord de la France qui rappellent qu'ici, 2 milliards de tonnes de charbon ont été extraites durant près de 3 siècles, d'abord de façon artisanale, puis industrielle. En cette matinée d'automne, nous avons rendez-vous avec l'écologue Benoît Vannet, professeur à l'Institut catholique de Lille. Il y a quelques années, Benoît a consacré sa thèse à la question de la biodiversité des terrils. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été plus malin que moi, vous êtes garé ici, moi j'avais demandé. Mais... Nous retrouvons Benoît dans la commune d'Hélicourt, au pied d'un terril joliment nommé T9. Et c'est Fabienne Donac de l'Office du tourisme local qui vient nous ouvrir, car l'accès au terril est réglementé. Une barrière en fait le tour et empêche le public d'y accéder librement. En effet, le terril peut être un terrain dangereux par certains aspects. Vous allez voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moutons. Oui, un éco-pâturage. Et du coup, il faut bien fermer les accès pour pas qu'ils s'en aillent. Mais normalement, Vous avez un peu de main ? ça devrait le faire. Attendez. C'est vrai que... C'est un peu lourd à tirer. D'habitude, j'y arrive parce que je suis allée faire des photos cet été et ça marchait. Voilà. C'est bon ? Ouais, merci. Hop. Dans l'état, c'est aussi dangereux. À l'ascension, c'est aussi dangereux. Donc, je pense que c'est mieux que ce soit quand même fermé, préservé. Et puis, c'est aussi un site classé. Hein. Qui dit qu'il n'y a pas de montagnard dans leur préféré ? Est-ce que vous pourriez nous décrire l'endroit où nous sommes et le paysage qu'on a sous les yeux ? Alors ici, on est dans la région de Béthune, donc une région, comme vous pouvez voir, qui est à peu près plate. Alors je dis bien à peu près plate parce qu'on voit quand même les collines de l'Artois, d'accord ? Au nord des collines de l'Artois se trouve la limite de ce qu'on appelle le bassin minier, c'est-à-dire un bassin dans lequel le charbon est particulièrement accessible, d'où ce paysage à la fois plat,
avec de part et d'autre quelques reliefs que vous voyez, noirs, qui sont justement les terrils. Et alors, autre phénomène très curieux, c'est qu'ici, avant l'avènement de l'industrie, ça devait certainement être des tout petits villages agricoles, avec des grandes plaines céréalières. Et quand on a fait un trou pour aller chercher ce charbon, on a fait venir des centaines de personnes pour aller justement au fond de ce trou. Donc très brutalement, s'est construit un nouveau paysage, un paysage urbain, concentré au milieu de cette grande plaine céréalière. Voilà. Des forêts, en fait, quand vous regardez bien les forêts, on voit que c'est linéaire. Vous voyez, c'est linéaire. C'est tout simplement des anciennes voies, ce qu'on appelle les cavaliers, qui amenaient le charbon vers les usines, qui a amené les ouvriers vers aussi les usines ou les mineurs vers les terres des mines. Les ballasts ont été abandonnés au bénéfice de la forêt. Donc on voit ces lignées forestières, ça structure le paysage. Donc ici on a vraiment ce qu'on appelle un paysage non seulement au niveau esthétique mais aussi scientifique, un paysage post-industriel. C'est-à-dire un héritage du passé industriel. Il faut conserver l'idée que ce paysage a quand même été façonné par l'industrie minière. Tellement façonné que se promener sur un terril comme le T9, qui n'est pas totalement sécurisé, est une expérience singulière. Car autour de nous, il se passe des choses étranges. Quand on se retourne, vous le voyez, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que vous voyez émerger de ce sol, là, juste derrière, vous voyez de la vapeur d'eau. Vous voyez de la vapeur d'eau avec un peu d'hydrogène sulfuré, on le sent un petit peu. Ça fait un peu volcanique en quelque sorte, on pourrait presque comparer à un milieu volcanique. Alors, pourquoi cette fumée et cette odeur de soufre en plein milieu des plaines agricoles du Nord ? C'est assez simple. Le terril, on l'a vu, est constitué de déchets miniers, et parmi eux, une importante quantité de charbon mélangé au schiste et à la terre. Et dans les bonnes conditions, notamment de température et d'oxygène, le charbon brûle en quasi-permanence. Mettez votre main là. Ah ouais, ça fume. Mettez votre main, allez-y. Ça brûlera pas, mais vous allez sentir quelque chose. C'est très chaud. C'est très chaud. On le sent d'ailleurs, c'est pour ça que je pense. Oui, ça sent l'hydrogène sulfuré. Un peu 9. C'est fou. Alors là, vous voyez, il est en combustion, donc il est noir encore. Ouais. Quand il aura fini d'être combustion, vous avez vu quand il est monté, c'était rouge. Ouais, il devient rouge à la fin. Ce qui est passionnant aussi ici, c'est la notion du temps. Il y a 300 millions d'années, pendant quelques dizaines de millions d'années, c'est accumulé dans une zone marécageuse qui était au niveau de l'équateur, sur la planète, une zone humide, des végétaux qui ne se décomposaient pas, qui tombaient immergés, et dans l'eau, vous n'avez pas d'oxygène, donc ça ne peut pas se dégrader. Donc l'énergie solaire captée pendant plusieurs dizaines de millions d'années s'est accumulée, puis avec des couches de schiste qui sont venues dessus. Donc pendant 10 millions d'années, ça s'est accumulé. La technologie des plaques a fait que cette zone qui était au niveau de l'équateur est arrivée ici. Et cette énergie solaire est restée sous forme de charbon. Et de 1850, qui est on va dire le début de l'industrie forcenée, de l'exploitation du charbon forcené, jusqu'à 1950, où là on commence à avoir une décroissance de l'exploitation. En termes de réflexion, c'est en un siècle, juste pour l'Europe, on a consommé l'équivalent de plusieurs dizaines de millions d'années d'accumulation d'énergie solaire. Ce qui fait réfléchir sur la notion de développement durable, de se contenter de l'énergie, etc. On a été gourmand au point d'aller consommer en un siècle plusieurs dizaines de millions d'années d'accumulation d'énergie solaire. Si le monde utilise aujourd'hui plus d'1,5 milliard de tonnes de houille chaque année, c'est que le domaine du charbon grandit chaque jour. Il donne naissance au coq, aliment de base pour l'industrie sidérurgique. On en tire le gaz de ville et des conduites de transport permettront bientôt d'amener ce gaz, produit près de la mine, jusqu'au centre de consommation. Par ailleurs, le charbon continue d'être un combustible ménager essentiel et les progrès des techniques du chauffage ont encore élargi son emploi. Enfin, les centrales thermiques au charbon fournissent bon an mal an les 2/3 de l'électricité consommée en France. La découverte de nouvelles sources d'énergie ne saurait donc arrêter l'exploitation de cette richesse dont 50 siècles d'extraction pourraient à peine épuiser les réserves souterraines. La période minière industrielle a duré plus de 100 ans dans le nord de la France et a participé à la modernisation fulgurante du pays, mais elle a aussi causé des dégâts collatéraux. Écologiques d'abord à cause de la pollution causée par l'extraction minière, mais aussi sociaux quand les mines ont fermé. Chômage et paupérisation ont durement frappé la région.
Les terrils sont donc un témoignage visible de ce passé parfois douloureux. Pour en discuter, nous retrouvons Frédéric Kowalski, membre de la CPIE Chaîne des Terrils, une association de conservation et de préservation locale. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont la perception des terrils a évolué au fil du temps ? D'abord, lorsque les mines elles étaient encore en activité, les mineurs, les gens du coin, quelle relation ils avaient avec ces terrils ? C'est vrai que c'est très partagé. On dit souvent que les mineurs aimaient leur métier. Ils l'aimaient par obligation. Ce sont des gens qui sont venus de partout de la France, voire même de la Belgique proche, et plus tardivement de Pologne, du Maghreb ou d'Italie, pour ne citer que les principaux pays. Donc quelque part, le terri fait partie de leur quotidien. Donc ces gens qui habitent la cité minière, qui jouxtent le carreau de fosse, de fait, tout ce qui va avoir comme élément paysager, le terri, la voie ferrée, le chemin de fer des mines, ça va faire partie de leur quotidien. On ne va pas le rejeter, on va quelque part l'idolâtrer. Et bien souvent, on a des peintres, pas forcément, on va dire des peintres reconnus, mais des artistes locaux qui sont toujours inspirés de ce paysage. Et le terri, le fameux triangle noir, fait partie de cette image d'Épinal. Une image d'Épinal qui fut loin de faire l'unanimité à une certaine époque. Quand les mines commencent à fermer à partir des années 50, se pose la question de ce que l'on va bien pouvoir faire de ces montagnes de déchets. Car les terrils ne sont pas forcément appréciés par tout le monde. On peut même dire que par certains aspects, ils ont mauvaise réputation. Et la plupart des gens souhaitent leur disparition. On va sortir de France, on va aller en Angleterre, où des accidents vont créer des émotions très très vives, où des terrils vont s'effondrer, où des enfants, des centaines d'enfants vont mourir dans des écoles liées à l'ensevelissement dans les terrils. Ça va tellement marquer les esprits partout dans le monde qu'on va se décider, aux États-Unis, en Angleterre, de supprimer ces lieux dangereux, polluants, qui gâchent le paysage, comme là, certains disent que par exemple les éoliennes gâchent le paysage. Alors, à l'époque, c'était le terril gâche le paysage. Donc on décide de les enlever, sauf dans le nord de la France. Dans le nord de la France, on n'enlève pas les terrils, on les garde dans l'état et on n'intervient pas dessus. Pourtant, si on se souvient des drames causés outre-Manche, la célèbre catastrophe d'Aberfan au Pays de Galles fut notamment immortalisée dans un épisode de la série The Crown, la France aussi fut durement touchée quand certains terrils ont explosé. À Calonne-Ricouart, près de Bruyères-en-Artois, s'est produit la nuit dernière, vers 1h30, ce que l'on appelle un coup de poussière. Il s'agit en fait d'une explosion à l'intérieur d'un terri. Cette explosion a provoqué la mort de 5 personnes. 2 autres ont été grièvement brûlées. C'est une véritable averse de milliers de mètres cubes de cendres noirâtres et brûlantes qui s'est déversée sur la cité minière. À cette heure de la nuit, tous les habitants du Coron, en majorité des retraités, étaient endormis. Et l'on peut penser que si l'explosion avait eu lieu dans la journée, on aurait dénombré bien davantage de victimes. C'est la troisième, quatrième fois que ça arrive. Troisième, et au début, quand ils ont encore exploité les mines, c'est arrivé déjà une fois. Là, ici, c'est la troisième fois, le gros coup. Ouais. C'est la troisième fois. Ouais. Malgré les accidents et le symbole qu'ils représentent, celui d'une région économiquement, écologiquement et socialement détruite par l'industrie, les terrils ont été conservés. Philippe Kowalski nous aide à comprendre pourquoi. Alors c'est vrai que les mines ont fermé entre les années 50 jusqu'à 90. Donc c'est quasiment plus de 30 ans de disparition programmée. Mais c'est vrai que vers la fin des années 80, on a senti un basculement. Et donc là, ça a été particulier. Il y avait un dilemme. Le bassin minier, pour beaucoup de personnes, c'était le symbole de la région du Pas-de-Calais, la Haute-France aujourd'hui. Et donc pour certaines personnes, c'était hors de question que ce symbole noir, le Coron, le terri, véhicule l'image entière de cette région. Et à l'inverse, on avait des gens très éclairés, perspicaces, qui ont fait un parti pris audacieux à l'époque, c'est de dire, voilà, c'est notre histoire, notre patrimoine, il est hors de question de l'effacer. Bien au contraire, on va le valoriser. Et au contraire, on trouve plein de vertus, à la fois, on va dire, graphiques, artistiques, voire même biologiques. On a trouvé des choses très intéressantes. Ainsi, la conservation s'impose peu à peu comme une évidence. D'autant que certains voient l'opportunité de transformer les montagnes de déchets en zones de loisirs, comme nous le montre ce reportage de France 2, daté de 1996. Altitude 60 mètres, pas de neige à l'horizon, et pourtant ça glisse. Plutôt pas mal. Des pistes de ski sur un terril, vous n'aviez jamais osé l'imaginer ? Eh bien, Neulémine l'a fait, et ça plaît.
C'est super parce que nous, quand on était gamin, on venait faire du ski. Il y a 50 ans, il y a 55 ans. Comme on n'avait pas de matériel, on prenait un couvert de lessiveuse. Et comme il y avait des câbles qui traînaient, on descendait. Bon, c'était dangereux. Et on revenait aussi noir que les mineurs. Aboutissement de cette évolution des regards, le paysage est sanctuarisé par l'UNESCO en 2012. Cette année-là, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est classé patrimoine mondial. Les terrils deviennent des merveilles du monde, au même titre que Versailles ou le Mont-Saint-Michel. Ils conquièrent définitivement le cœur des habitants et deviennent même un argument touristique, comme en témoigne ce spot de l'Office du tourisme de Béthune-Bruay. Je viens très souvent, au moins une fois par semaine, quoi. On a une vue imprenable sur le bassin minier. On sent vraiment un sentiment de liberté. Pour moi, ça représente mon département, quoi. Ça représente mon enfance. Le bassin minier, c'est d'où je viens, donc j'en suis fière et c'est vraiment le sentiment de fierté aussi quand on vient ici. On se dit c'est beau, voilà. Même quand on regarde les corons, tout ça, on se dit c'est chez nous. Aujourd'hui, les terrils ne sont pas seulement les témoins du passé industriel de la région. Ils sont aussi aux avant-postes du changement climatique en marche. On l'a vu, ils dégagent encore du carbone et de la chaleur. Chaleur accentuée par l'effet du soleil. Dès qu'un rayon pointe le bout de son nez, leur surface sombre se réchauffe à toute vitesse. Ajoutez à cela l'humidité qui s'infiltre à chaque pluie à travers ces collines drainantes et vous obtenez des conditions inédites pour la région qui font des terrils les refuges d'une biodiversité inattendue. Nous ne l'avons pas encore évoqué, mais nous sommes entourés de vignes. Et oui, on fait du vin dans le Grand Nord, le fameux charbonnet. Vous avez vous-même posé la main, vous avez senti la température au sol. La température au sol, sur certains endroits, ne passe jamais en dessous de 30 degrés. On est sous un climat tropical, humide, chaud et humide. Donc sur les terrils, en fait, il fait chaud. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la vigne, mais je pense que la vigne, s'il y a bien une plante qui apprécie les endroits chauds, c'est un peu la vigne. Il y a eu l'excellente idée d'essayer de faire un vignoble, un petit vignoble sur une petite surface et qui apparemment permet de sortir un vin de qualité. En tout cas, comme il est rare et comme toute chose rare, il est très apprécié et comme toute chose appréciée, il a un prix élevé. Donc oui, là, puisqu'on peut parler de développement durable, on a une opportunité de transformer une contrainte en opportunité. Ces terrils participent au réchauffement climatique. Peut-être qu'il participe au réchauffement climatique, mais globalement, il permet aussi de cultiver du vin, donc d'avoir un développement économique. Dans une région fortement industrialisée, très agricole, où les champs cultivés s'étendent à perte de vue, ces espaces sont aussi de véritables refuges pour la faune et la flore. Il existe un endroit mêlant histoire, biodiversité et vue à couper le souffle. Les terris. Des amas de roches extraits des sols à l'époque de l'exploitation du charbon. À Los Angoel, un parcours a été aménagé pour les visiter en toute sécurité. L'occasion de découvrir une faune et une flore insoupçonnées. Les orchidées ne poussent pas comme ça n'importe où et n'importe comment. Donc ça fait partie justement de la richesse écologique des terris, d'avoir des petites parcelles comme ça avec différents pieds. Un spectacle qui va s'embellir de jour en jour avec le retour de la végétation. Près de 200 espèces ont été recensées sur le terri. Dans les années 90, on voulait passer du noir au vert et on a un peu forcé la nature, on lui a donné un coup de main. Donc on est venu planter des fois massivement des plants forestiers, de redressement. Et on s'est rendu compte, oui, c'est très bien, ça fait du paysagement, c'est structuré pour accueillir les gens. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la nature vient spontanément sur les sites et qu'on a vraiment, à partir de là, la spontanéité apporte vraiment les vrais éléments de la nature. Donc aujourd'hui, l'homme est très vigilant à ce qu'on puisse trouver un équilibre entre la nature domestiquée et la nature, naturelle. On essaie de trouver un compromis, un équilibre entre ces deux écoles. Et du coup, aujourd'hui, l'homme adhère complètement à cette philosophie. Cette question du compromis est devenue cruciale en 2012 avec l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, si on laissait faire la nature, les terrils finiraient par être recouverts de forêts et devenir de banales et vulgaires collines. C'est pourquoi sur le terril T9, les moutons sont mis à contribution. Grâce à l'éco-pâturage, le paysage reste ouvert. C'est un travail subtil, il s'agit de conserver l'apparence des terrils, tels qu'ils sont célébrés mondialement, tout en favorisant un écosystème propice à la biodiversité. Alors c'est tout à fait vrai, c'est bien la difficulté du sujet.
Alors certains terrils resteront très noirs parce qu'ils sont en milieu urbain, il y a de la plaine agricole, c'est pollué, donc en fait quelque part il n'y aura pas de zoochorie, il n'y aura pas forcément de début de forêt. À l'inverse, par endroit, c'est l'inverse, on a des zones humides, on a des zones de forêt, ça va très vite. Donc pour limiter un petit peu cet aspect-là, l'homme est indispensable. Donc c'est une biodiversité et un paysage contrôlé. On peut dire ça parce qu'en fait, quand on a été inscrit en 2012, il faut garder un petit peu cette image de 2012, qui est à la fois un mix entre le minéral et la colonisation végétale. Donc c'est pas simple à doser, mais c'est ce qui fait sa richesse. Lieu de mémoire, sanctuaire de biodiversité, espace de loisirs, le terril est beaucoup de choses à la fois. Et il n'est pas facile de contenter tous ses usagers, comme en témoigne ce reportage de France 3 Hauts-de-France. Les traces de pneus de la discorde. Sur le terril de cette commune, motocross et quad sont interdits. Mais chaque week-end, ces pentes se transforment en terrain de jeu pour les amateurs de mécanique. À quelques mètres seulement des habitations. Des nuisances devenues insupportables pour les riverains. Ouais, donc c'est bien, c'est ici la trace de motocross. Même les terrils classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme ici à Wagny, sont touchés. Les gardes nature ne peuvent que constater les dégâts sur cet environnement menacé et rare. Ils ont carrément écrasé la plante qui est protégée du coup. Là ils sont donnés à cœur joie, ils sont passés à plusieurs reprises en plus. Une inconscience qui peine cet amoureux de la nature. Ils n'en ont rien à faire du crapaud calamite. Alors chaque fois qu'ils le peuvent, ces professionnels sensibilisent les motards à la beauté et la richesse de ces paysages. Alors les motards, de méchants destructeurs inconscients ? Avec Dame Nature, les choses ne sont jamais simples, comme nous l'explique Benoît Vanet. J'ai une anecdote très drôle là-dessus. À un moment donné, sur certains terrils, on avait décidé d'interdire les quads. Vous savez, ces motos qui dégradent les milieux. Voilà. Les quads, vous savez, créent des ornières dans lesquelles s'accumule un peu d'eau. Et dans cette si petite mare d'eau, vous avez un petit crapaud qui vient s'installer, le pélodite, qui vient s'installer et qui pondait. Et un jour, pour préserver ce pélodite, on a dit interdiction des quads parce que on veut protéger l'espèce. Donc plus de quads, donc plus d'ornières, donc plus de crapauds. Ça mérite réflexion sur notre relation en fait à cette nature qui dépend de nous. Le pélodite adore les aménagements même involontairement, qu'on lui propose. Des vignes, des orchidées, des crapauds pélodites, mais aussi des espèces de plantes, de champignons, des petits animaux comme l'alouette Lulu ou le lézard des murailles. La chaleur dégagée par les terrils en fait de véritables îlots tropicaux qui parsèment le territoire et attirent une foule d'espèces inédites. S'ils sont riches de cette biodiversité unique, les terrils sont aussi et surtout des laboratoires à ciel ouvert pour observer le dérèglement climatique à l'œuvre. Est-ce que vous avez l'impression que ces gros dômes de charbon dans lesquels il y a de la chaleur et tout un tas d'espèces particulières qui sont en train de se développer, est-ce que vous avez l'impression que c'est une forme de vitrine de ce qui nous attend dans les années qui viennent? Est-ce qu'on peut transposer ça? Est-ce que c'est un terrain d'expérimentation qui permet de se dire, OK, dans une ère post-industrielle, voilà à quoi ça va ressembler? Ou est-ce que c'est trop typique pour qu'on puisse en tirer des conclusions générales? La question que vous posez est une question très 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 intéressante et passionnante. Pourquoi ? En fait, les espèces exotiques envahissantes ont une faculté d'apprécier beaucoup la présence humaine. De par, entre autres, par exemple, les villes, vous savez que les villes sont des zones chaudes. C'est des zones où la température est élevée par rapport au milieu ambiant. Des espèces exotiques envahissantes sont arrivées, et elles arrivent souvent par l'intermédiaire des villes. Ça pourrait être une porte d'entrée à une espèce exotique envahissante, comme la ville, en fait. La ville et le terril, en fait, c'est quelque part le même combat. Le réchauffement climatique, le terril peut être un exemple de ce qui peut nous attendre dans les décennies à venir par rapport au réchauffement. Certaines espèces qui sont déjà ici vont peut-être pouvoir aller coloniser les espaces autour. Alors pas que le terril, mais aussi les espèces qui sont cantonnées en ville, ce qu'on appelle la biodiversité urbaine. Le réchauffement climatique, on le sait, les espèces invasives vont être particulièrement abondantes. Donc en effet, vous avez tout à fait raison pour dire qu'on a en temps réel un atelier où vous avez une zone où on voit des phénomènes, on observe des phénomènes
ici à l'échelle du terril qu'on pourra transposer quand vous aurez sur l'ensemble de tout le territoire ces degrés de plus. C'est clair et net que ce qu'on voit ici va arriver sur notre territoire lorsque les temps vont se réchauffer. On le voit déjà, je suis président de la Société entomologique du nord de la France, il n'y a pas une année où on ne retrouve pas une espèce subméditerranéenne qui finit par pointer le bout de son nez sur notre territoire, pourtant qui était avant considéré comme hyperocéanique, c'est-à-dire comme extrêmement humide et froid. Cela soulève une question délicate. Ces nouvelles espèces invasives sont-elles une menace pour l'écosystème local ou bien les pionnières d'un futur avenir ? Sur cette question, Benoît Vannet a un avis bien tranché. Ce que je vais vous dire là est une opinion. C'est une opinion que je défends. C'est que moi, les espèces invasives, en tout cas celles que je connais, sur le continent, j'insiste bien sur le continent, je n'y vois pas un grand mal. Bien sûr, vous allez entendre parler par exemple de la perruche à collier qui cherche les chauves-souris dans les villes, en allant les extirper des troncs d'arbres où elles veulent nicher. Donc on va entendre des anecdotes un peu comme ça, d'espèces invasives et puis qui se mettent tellement à pulluler sans prédateurs. On va penser par exemple au tigre du platane. Vous avez des platanes dans une ville, tout d'un coup les feuilles se remplissent de cette punaise qu'on appelle le tigre du platane et ça pose un problème parce que ça tombe dans les verres de ceux qui sont sous les terrasses, sous les platanes. Donc quand il y a un impact économique, je peux comprendre que ça pose un problème. On pourrait aller plus loin, l'abeille domestique est une espèce invasive, volontaire. On en a besoin pour produire du miel. Sa disparition pose un problème économique sérieux. Je ne dis pas qu'il faut relativiser, c'est un problème économique, c'est un problème sérieux. Mais ce n'est pas un problème écologique. La disparition permet à d'autres espèces d'abeilles sauvages de reprendre le dessus sur des plantes. Voilà. Bon, bref, sachant que cette espèce invasive qui est l'abeille, dans certains endroits, fait disparaître les faunes sauvages qu'on a. Bon, bref. Donc vous voyez un peu mon opinion sur les espèces invasives. Je pense qu'il faut parfois un peu relativiser. La raison pour laquelle on lutte contre ces espèces invasives, je pense plutôt sur des raisons un peu plus politiques, puisqu'il y a un consensus parfois sur toute une population entre certains militants en écologie, certains militants pour la chasse, enfin, contre l'écologie, etc. Il y a un consensus avec le politique qui s'y retrouve à quelque chose qui fait consensus. Donc on met en place de la lutte contre le frelon asiatique, de la lutte contre ces animaux. Quand il s'agit de tirer sur du vivant pour le bénéfice de l'opinion de tous, c'est parfait, on s'y met. Derrière cette philosophie, c'est toujours la peur de l'étranger, donc cette espèce exotique qui vient, etc. Donc la peur de l'étranger. Et c'est aussi, et ça me gêne un peu plus encore que la peur de l'étranger, c'est, pour moi, le vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est vivant est extraordinaire, quel que ça soit. D'une bactérie à un mammifère supérieur, ce rejet du vivant, de ces espèces vivantes, c'est pas quelque chose qui devrait nous questionner nous-mêmes sur notre appréciation du vivant. Le débat sur la gestion des espèces invasives reste ouvert. Une chose est sûre, le réchauffement climatique est en marche, et avec lui, l'arrivée de nouvelles espèces sur les terrils et alentours semble inévitable. Devrons-nous alors passer notre temps à tenter de les éradiquer ? La question devient, à bien des égards, plus politique que strictement écologique. Mais au-delà de ces défis, les terrils témoignent de la résilience de ces paysages. On y fait des chemins de randonnée, on y plante des vignes, les enfants du coin y grimpent pour s'émerveiller devant les papillons et les grenouilles. Et puis, il y a les possibilités énergétiques de ce territoire, des perspectives que nous résume Frédéric Kowalski. Notre paysage, notre territoire, c'est un territoire énergétique. On a fait du charbon pour l'énergie, alors de manière non durable, parce qu'on a exploité le sous-sol et les hommes de manière très dure. Et aujourd'hui, on a un effet complètement inverse, c'est-à-dire que ces espaces libérés par l'industrie, on peut les occuper par des éoliennes ou par des panneaux photovoltaïques. Par contre, en effet, il peut y avoir des impacts néfastes sur des mâts blancs qui arrivent avec des grandes hélices et qui viendraient en co-visibilité perturber un petit peu la fenêtre paysage qu'on a eue il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Donc c'est un grand dilemme actuellement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse correctement à l'implantation des éoliennes et des photovoltaïques sur des anciennes friches. Donc quelque part, on revient à une situation un peu virtueuse sur ce point-là. Ainsi, les terrils continuent de se réinventer. Dans un monde en mutation, ils pourraient bien devenir les symboles d'une transition écologique et énergétique réussie, des lieux où l'héritage du passé coexiste avec l'innovation. Mais leur avenir reste à écrire. Le mois prochain, changement radical de décor. Nous irons visiter un data center de banlieue parisienne. Ces gigantesques hangars hyper sécurisés sont remplis de serveurs qui hébergent nos données numériques. Mais ces bâtiments massifs ont un problème. Ils consomment énormément d'énergie et sont très gourmands en eau, car les serveurs doivent en permanence être refroidis.
Nous questionnerons donc la façon dont le paysage urbain et périurbain est modifié par l'implantation de ces équipements vitaux pour la survie de notre civilisation digitale. Et à quel coût écologique ? L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin. Réalisation, Lucas Vibo. Chez MacArthur Glen Paris-Giverny, votre village de marque, venez, vivez, explorez la mode. Lacoste, Mage, Rituals, Adidas ou encore The Couples. Et jusqu'au 3 novembre, ce sont les promos d'automne. Profitez de vos marques préférées jusqu'à moins 70%. Destination votre village de marque, MacArthur Glen Paris-Giverny, autoroute A13, sortie 16. Offre du 18 octobre au 3 novembre, prix remisé par rapport au prix conseillé dans les circuits traditionnels et réductions supplémentaires. Enseignes participantes et catégories de produits exclus sur macarthurglenparisgiverny.fr.